Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants. Aujourd'hui, on va analyser cette semaine européenne qui s'est terminée hier soir avec l'élimination de l'Olympique de Marseille. Avec moi aujourd'hui, j'ai Wesley Baeng, un bon remplaçant qui est là depuis un petit bout de temps maintenant. Ça y est, tu es là. Niveau temps de jeu, ça devient intéressant. Très heureux d'être là et voilà, ça va être encore une top beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Exactement. Hugo Juste, un nouveau remplaçant. Toi, ça y est, tu fais tes premiers pas sur la pelouse. J'essaie de gratter quelques minutes de temps de jeu. Ça va Hugo? Bienvenue. Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir. Ouais, on est très content de t'avoir dans l'équipe. On va débriefer ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine. On va revenir un petit peu sur le Paris Saint-Germain, mais surtout, Wesley, je sais que tu as des choses à dire sur la défaite de l'OM face à l'Atalanta Bergame hier. On va revenir également sur Leverkusen, parce qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses. Et encore, cette équipe est encore invaincue, avec un but dans les dernières secondes. Et puis la qualification également du Real Madrid face au Bayern Munich. Ça aussi, on reviendra dessus. Et sur les finales qui vont arriver à la fin du mois. Je commence par toi, Wesley. On commence par l'OM. Par l'OM et cette Europa League, cette demi-finale. 3-0. Des stats. J'avais envie de te parler des stats parce que l'OM a eu la possession, selon les statistiques, 54%. Ils ont eu plus de passes, plus de duels gagnés, mais 16 tirs, 8 cadrés pour l'Atalanta. 6 frappes pour l'OM, 1 cadré à la 82e. J'ai l'impression que l'OM n'a pas existé sur cette demi. C'est plus qu'une impression. Et je pense que c'est Paul Lopez qui a touché le plus de ballons pour l'OM. Et vraiment, j'en ai vraiment l'impression. Non, pour moi, déjà, le coup qu'il y avait à faire, c'était sur le match aller, clairement. Je pense que sur le match aller, ils ont eu de quoi prendre une avance, on va dire, confortable. Mais là, sur le retour, même si on parle de ces chiffres-là, si tu regardes vraiment le match, il y avait plusieurs classes d'écart. Ouais. Il y avait plusieurs classes d'écart. Je pense qu'il faut avoir une lecture globale sur l'ensemble de la saison. C'est déjà très bien d'être avec tous les blessés, avec tout ce qui s'est passé du côté de l'OM, d'être allé en demi-finale. Et je pense que oui, la marche était beaucoup trop haute. Parce que quand même, quand tu regardes ce qu'a fait l'Atalanta, c'était très compliqué pour Marseille. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils étaient dos au but. Ouais. Donc, c'est très difficile de faire monter ton bloc comme ça. Et même dans les passes, on parlait de Jonathan Klaus, les fois où ils ont eu quand même des petites situations, c'était trop approximatif. Des ballons loupés. Il y a l'occasion d'Iliman Ndiaye, malgré tout. Et je crois qu'il y a un 0 en plus. C'est une vraie occasion. Demi-finale de Coupe d'Europe, c'est une vraie occasion. Et tu prends le deuxième sur le contre qui suit. Exactement. Exact, et c'est la punition en fait. Tu veux pas marquer, nous on marque. Et même quand tu vois la facilité avec laquelle l'Atalanta approchait les 30 ou 40 derniers mètres, tu dis non, c'est pas possible. Donc au final, est-ce que c'est sévère? Peut-être, mais si tu prends un peu de hauteur, pour moi il y a clairement pas photo entre les deux équipes et il faut donner du mérite à l'Atalanta. Ouais, Hugo, ton analyse sur ce match, on a vu un OM dépassé. On a senti même d'ailleurs dès le début du match que la soirée allait être compliquée là, pour les Marseillais. Je rejoins ce qu'a dit Wesley. Et en fait, je trouve que sur ce match-là, c'est la conséquence de tout ce qui se passe à Marseille depuis le début de saison. Ouais. De tous les mercatos estivaux où tu fais le reboot total de ton équipe en changeant de coach chaque année. Et qu'au final, c'est un peu un parallèle total. C'est que l'Atalanta, ils ont un coach depuis beaucoup d'années qui est Gasperini. Un groupe qui bouge assez peu, mais qui, quand tu as 2-3 départs, c'est toujours bien remplacé. On a vu hier Skamaka, Lookman. Ouais. Et qu'au final, Marseille, tu avais l'impression que c'était une équipe qui ne se connaissait pas hier sur le terrain. Et il y a eu la flamme olympique. Hier, c'était la flamme olympique. Parce que, honnêtement, dès le début, comme a dit Wesley, tu sentais que l'OM était en dedans. Et tu peux perdre. Il n'y a pas de honte à perdre contre Atalanta. Tu peux le perdre. Oui, bien sûr. Mais dans la manière de le perdre, dans le manque de conviction, tu as l'impression que beaucoup de joueurs ne revivront pas un tel match avec une telle pression. T'es en demi de Coupe d'Europe. Ouais. C'est un peu la parenthèse de ta saison, c'est un peu la parenthèse enchantée de ta saison, parce que tu vis une saison compliquée, tu changes 4 fois de coach, et je pense qu'il y a quand même des regrets à avoir côté marseillais, parce que finalement, dans cette campagne européenne, tous tes matchs à l'extérieur, tu passes toujours à côté. C'est vrai. Oui. Globalement, tu frôles la catastrophe à Villarreal, tu passes à côté à Benfica, et hier, tu a été inexistant. Hormis l'occasion, comme tu dis, d'Ndiaye, j'ai jamais senti l'OM capable d'avoir les armes pour ne serait-ce qu'égaliser ou inquiéter un petit peu l'équipe de Bergame. Et au final, même sur l'ensemble des deux matchs,
j'ai jamais senti l'OM. Déjà, l'OM n'a jamais mené, n'a jamais été qualifié provisoirement en finale, un peu comme le PSG. Et finalement, ça met en lumière aussi le fait que la LFP a mis tout en œuvre pour que les deux clubs français, aient la meilleure préparation possible. Pareil, ils ont joué lundi. Ah oui. Exactement. Et puis alors ça c'est intéressant ce que tu dis, je voulais en parler, mais c'est vrai que justement on parlait de ce calendrier amélioré. Les deux équipes n'ont pas joué à chaque fois pour le quart de finale et pour les demi. Wesley, au final j'ai pas l'impression que ça a apporté tant que ça. J'ai même l'impression qu'il y a eu un problème de rythme pour les deux équipes. Là on peut même mettre en parallèle les deux matchs entre le Paris Saint-Germain et l'OM, mais on a vu un Dortmund en jambes, on a vu un Atalanta en jambes, le Barça également aussi, même si il y a eu des circonstances, mais c'est vrai que ce changement de calendrier n'a pas changé grand-chose. Quand des décisions sont prises, jusqu'à ce qu'il y ait le match, tu ne peux pas te prononcer. Là, on a deux choses. On a et le résultat et le contenu. Alors, des fois, tu peux perdre en ayant fait des kilomètres et des kilomètres. Mais là, tu as et le résultat qui n'est pas bon et le contenu qui n'est pas bon. Donc, au final, je pense que le fait de ne pas jouer, ça les a plus pénalisés qu'autre chose. Parce que pour moi, en tout cas, en termes de rythme, j'ai pas vu une équipe. Tu pouvais pas dire qui avait joué le week-end et tu peux pas dire que l'Atalanta, ils ont joué lundi et que Marseille, l'Atalanta, tout le match, ils ont couru. Tout le match. Et pourtant, on disait, peut-être deuxième mi-temps, ils vont revenir, ils vont mettre un peu moins d'impact. Faux. Et l'Atalanta, ils étaient quand même sur du marquage individuel. Donc pour moi, cette décision, au final, elle n'a pas servi. Et puis, à un moment donné, on va pas se mentir, c'est comme ça. Quand tu arrives vers mars-avril, c'est ça, tu dois enchaîner les matchs. Pourquoi nous, en France, on fait ça? À l'étranger, ils ne le font pas forcément. Et ça marche très bien. Après, effectivement, quand tu vois le 11 avec lequel Marseille finit le match hier, cette équipe ne peut pas aller en finale d'une Coupe d'Europe. C'est pas possible. Sans leur jeter la pierre, sans être méchant, mais il faut être factuel. C'est quand même la deuxième Coupe d'Europe. Tu peux pas aller en finale avec ça. On prend les 2-11 de fin, c'est beaucoup trop faible. Même les changements que Gasset fait, il y a un moment où tu perds en qualité. Peut-être que au milieu de terrain, plus tôt, il aurait fallu tenter un joueur qui peut te casser des lignes. Parce qu'en fait, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marseille, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, l'Atalanta les faisait reculer. C'est-à-dire que même quand Marseille avait le ballon dans les 40 derniers mètres italiens, il y avait une passe en arrière et on la remettait à Paul Lopez. Et le bloc de l'Atalanta se replace. Et au final, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à trouver de décalage. Et par contre, à l'inverse, des fois, Marseille récupérait le ballon, déchet technique, donc tu récupères le ballon, tu fais monter ton bloc, déchet technique, l'Atalanta, ils partent dans ton dos et ils marquent. Et le premier but, c'est ça, le premier but. Et puis ils perdent le ballon, ils se replacent pas. Voilà, j'allais dire qu'ils se replacent doucement, mais ils se replacent pas. Et au final, Lockman, il y va, et ça fait mouche. Et non, il y avait trop. Enfin, comme on l'a dit que le PSG, il y a un cahier des charges en demi-finale de Coupe d'Europe. Et là, Marseille, même une case, je sais même pas s'ils l'ont coché. C'était beaucoup trop faible. Est-ce que justement, on n'est pas sur des équipes qui ont surperformé ou qui ne devaient pas être là parce que c'est un peu le constat qu'on est obligé de faire, parce que quand on voit ces deux équipes en demi-finale performer de cette manière-là, un peu dépassées dans tous les secteurs de jeu, là encore une fois je parle et du PSG et de l'OM, mais l'OM c'est encore plus flagrant hier. On a l'impression que cette demi-finale était un exploit plutôt qu'une réussite sur la saison, quoi. Faut pas oublier qu'on parle de l'OM qui est actuellement 7e ou 8e en Ligue 1. Et qui rate sa saison en Ligue 1. Est-ce que tu viens monter ton micro un peu, excuse-moi, qui rate sa saison en Ligue 1. Et donc du coup, évidemment que cette Europa League, pour moi, elle cache un peu la saison tronquée de l'OM, parce que déjà passer Villarreal et Benfica, pour moi, c'est déjà une réussite pour l'OM, parce que c'est des équipes, Villarreal et Benfica, qui sont formatées Ligue des Champions. Et quand on voyait la manière de célébrer de l'OM après avoir passé ces deux équipes-là, on sentait une sorte d'exploit. On sentait que c'était pas normal pour l'OM. Et le problème, c'est qu'en face, tu prends Bergame, qui est une équipe qui joue, qui pratique un beau football et qui est 5e de son championnat. Et je pense qu'on prend aussi quand même en pleine face, cette semaine, entre le PSG et l'OM, le niveau du championnat de Ligue 1. Par rapport à la Bundesliga et à la Serie A. Je voulais en parler en plus. Et en fait, je pense qu'il y a un déficit d'intensité qu'on a vu, qui pour moi est évident. Et en fait, un déficit à la fois tactique et technique chez ces deux équipes-là. Parce que à aucun moment en fait, on est obligé de mettre les deux ensemble, parce que à aucun moment, pour le PSG comme pour l'OM, et oui, les budgets sont différents et tout, mais à aucun moment, les deux équipes sont qualifiées.
Paris marque pas de but contre Dortmund. Il n'y a aucun espoir sur les deux matchs. Et en fait, à aucun moment, tu as une lueur d'espoir que ça peut tourner à leur avantage. Et qu'au final, tu prends l'exemple du PSG, mais le PSG, il passe le Barça parce que le Barça prend un rouge. Bien sûr. Mais qu'à 11 contre 11, il n'y a pas photo sur les deux matchs. Oui, exactement. Parce que tu perds le match aller chez toi dominés, et qu'au retour, tu perds 1-0 à 11 contre 11. L'OM, je trouve que le match aller, on a un petit peu trop mis l'OM trop haut après ce match aller parce que Bergame ouvre le score. L'OM revient avec un but un peu d'Mbemba qui est un peu but magnifique, hein, mais superbe. Mais même à l'aller, tu as l'occasion ratée d'Aubameyang qui, je pense, peut peut-être changer le cours du match, mais à l'aller, tu as l'impression que Bergame gère sa double confrontation comme c'est un match aller, c'est pas une finale, le retour est chez nous, on va réussir à gérer. Et hier, c'est la différence d'intensité entre les deux équipes, elle est moi ça me monte d'écart. Ouais. Et au final, ça te pose des questions parce que tu vires à l'automne, tu vires un coach qui est encore invaincu avec l'OM, Marcelino. Et finalement, la saison de l'OM, elle est un peu biaisée par cette élimination contre le Panathinaikos. D'ailleurs, il y a un club grec qui est en finale. Exactement. L'autre club d'Athènes. Et en fait, tu as encore une fois un nouvel été où tu as Longoria qui va devoir tout reconstruire après s'être manqué totalement cette année. Et rapidement par rapport à ce que tu disais sur la Ligue 1, c'est vraiment une chose à laquelle j'ai pensé. À quel moment Marseille ou Paris joue ce genre de match pendant l'année? Jamais. C'est intéressant. Jamais tu joues ce genre de match. Jamais. Il n'y a pas une équipe en Ligue 1 qui va, comme l'Atalanta, pendant tout le match, faire du 1 contre 1. Ou du moins pratiquement tout le match. Et hier, on l'a vu, même à la 35e, les mecs, ils étaient comme ça. Vraiment véridique, ce qu'ils dégageaient au niveau du langage corporel. Je me suis dit, waouh. Là, ils sont en train de se prendre quelque chose. Et au-delà du physique, même psychologiquement, tu prends un coup, tu dis non, ce soir, c'est pas possible. Aubameyang, je l'ai vu râler tout le match. Tout le match, il râlait. Tout le match, il râlait. Il a senti que ça allait pas le faire. On l'a vu très vite. On l'a vu très vite. Et en fait, vraiment, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'à un moment donné, sur ces derniers matchs-là très importants, finale, demi-finale, tu payes le manque de matchs à haute intensité que tu ne joues pas durant l'année. Ouais, c'est vrai que ça s'est vu. Quel avenir pour cet OM-là? Du coup, il va falloir reconstruire, il va falloir aller chercher d'autres joueurs. C'est vrai que on part de très loin parce que j'ai l'impression que cette demi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de cette saison catastrophique. Il va falloir rebondir derrière. Alors, avant de passer sur les autres équipes européennes, on va penser au futur de l'OM, mais c'est vrai que là, il va falloir déjà essayer d'accrocher le wagon européen via le championnat, mais est-ce que ça leur rendrait vraiment service? Déjà, le premier point, c'est est-ce que Longoria reste ou pas? Exactement. J'ai l'impression quand même que tu as Mehdi Benassia qui est là si jamais Longoria part, c'est lui qui prendra vraiment les rênes du projet sportif, mais tu as quel coach tu vas ramener? Parce que quel coach va venir à l'OM, dans cet OM-là, leur priorité, c'est Fonseca. Alors Fonseca, mais moi je me pose la question, moi je suis Paulo Fonseca, je me dis, je suis avec Lille, je suis quasiment en Ligue des Champions, qu'est-ce que je vais aller faire dans un bourbier comme Marseille probablement sans Coupe d'Europe. Et après, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir... T'as mis 25 millions sur Vitinha il y a un an, t'as donné des salaires très importants à beaucoup de joueurs. Faudra des ventes pour équilibrer un peu tes comptes si en plus t'as pas de Coupe d'Europe. Et je vois pas aujourd'hui dans l'effectif de Marseille, au salaire qu'ils ont et avec les joueurs qu'ils ont, je vois pas une grosse vente, hormis peut-être Balerdi, sauf que Balerdi, c'est pas le premier choix à ce poste-là en Europe. Donc je suis je suis assez inquiet sur l'avenir à court terme de Marseille pour savoir qui sera le coach, quelle politique sportive et qui va venir parce qu'en plus, c'est la première saison où tu as 4 places en Ligue des Champions. En Ligue 1, tu n'y es pas et tu n'es même pas sûr d'être dans les 7 premiers. Avec les salaires que tu as donnés, les joueurs que tu as, c'est une saison qui est totalement ratée et encore une fois, je pense que ça traduit la politique sportive de Longoria qui est tout le temps de faire un reboot total chaque été et de donner aucune continuité ni au projet ni à l'entraîneur. Là, ça repart de la même manière, Wesley. Là, ça va être très compliqué parce que peu importe les moves que tu vas vouloir faire, ils vont être conditionnés par je ne sais combien de facteurs. Donc, déjà, anticiper, c'est impossible. Tu vas pas pouvoir travailler dans l'anticipation. Et le problème, c'est que Marseille, cet été, je pense que leur mercato, ça va être un mercato par défaut. Parce que même pour les joueurs, tu ne seras pas un premier choix. Pour les entraîneurs, tu ne seras pas un premier choix. Et par rapport à ce que tu disais, moi, chaque été,
Alors, le premier été, c'est cool. Longoria, il fait des coups, t'es super content. Mais chaque été, reprendre ce nombre de joueurs, changer de coach, etc., tôt ou tard, tu allais te le prendre en pleine figure. C'était impossible autrement. Et là, donc, comme tu le disais, est-ce que Longoria va rester à l'OM? C'est une vraie question. Et je pense qu'à un moment donné, faut se calmer un peu et essayer d'amener de la stabilité. Oui, les supporters sont impatients. Oui, la ville, etc., Mais quand tu es le club, c'est toi qui prends les décisions. Quitte à... Je dis pas que l'année prochaine, tu ne dois pas être compétitif, mais quitte à prendre un peu plus de temps, sinon chaque année, tu vas recommencer comme ça. Et là, on le voit, les joueurs, ils sont au bout. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. C'est fini. Et sincèrement, là, tu les tenais avec la Coupe d'Europe. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai peur des prochains résultats en championnat. Parce que ce qui va prendre le dessus, ce sont les enjeux individuels. Les mecs, ils vont se dire, bon, rester à l'OM, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc les gars, ils vont commencer à avoir la tête ailleurs. Et pour vraiment garder quelque chose collectivement, là, Gasset, il a du taf sur les derniers matchs. Là. Et Hugo, d'ailleurs, qui tu gardes là, sur cette équipe-là? Qui tu gardes, avec qui tu construis? Parce que c'est important, la continuité aussi. Il faut rester sur des bases solides, mais sur ce qu'on a vu ces derniers matchs, c'est compliqué. Verretou peut-être est sorti un peu de l'eau face à Bergame, mais bon, qui tu gardes pour une vraie ossature? Déjà, tu as beaucoup de joueurs qui sont prêtés, et moi surtout, là où j'ai peur, c'est que j'ai peur que le mercato que tu dis, mercato d'appoint un peu par défaut, j'ai peur qu'il ait déjà un peu commencé cet hiver. Et quand tu vois les joueurs qui sont venus cet hiver et ce qu'ils ont apporté, alors Moumbagna, moi je suis beaucoup moins dur que certains, et je trouve qu'il a mis les buts que Vitinha n'a pas mis pour l'instant depuis qu'il était à Marseille. On a eu ce débat-là sur ce plateau. Mais quand tu vois que tu fais venir Ulises Garcia et Onana, c'est pas des joueurs référencés et étiquetés pour jouer à l'OM. Et qui tu gardes, t'es obligé de vendre Balerdi, qui est, je pense, la seule valeur marchande que tu vas réussir à vendre. Il faudra que tu te sépares de certains gros salaires. Je ne vois pas Aubameyang rester sans Coupe d'Europe. Alors l'avantage, c'est que Correa va pouvoir retourner à l'Inter Milan. Mais parce qu'il était conditionné au parcours européen. Il va falloir capitaliser sur des joueurs qui ont peut-être envie de rester, style du Rongier ou du Verretou. Tu ne peux pas en tirer grand-chose en valeur marchande, mais il va falloir trouver un équilibre entre ce que tu vas devoir dégager comme sous, les salaires que tu ne pourras plus payer sans Coupe d'Europe. Et je pense qu'il va falloir regarder du côté des joueurs libres pour pouvoir prendre des joueurs, parce que je vois pas de réelle continuité à cet effectif-là, quoi, déjà. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le coach aussi. Ah oui, ça part de là. Parce que si Fonseca dit non, est-ce que tu te retrouves à prendre un Big Bay ou un Christophe Galtier ou ce genre de coach-là qui connaît un peu plus la Ligue 1 et qui... Moi, honnêtement, pour moi, c'est peut-être le club français actuellement, dans le haut du panier, attention, mais qui peut-être avance le plus face à l'inconnu. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. En fait, là, Marseille n'est pas attractif. Tu veux attirer un joueur. Là, parce qu'on va pas se mentir, les discussions, quand tu veux un joueur, ça a déjà commencé. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui promets, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que le joueur, il va te dire, ouais, mais moi, je viens, mais il faut que ce soit un coach qui aime le 4-3-3, par exemple. Imagine, il vient et le coach n'en veut pas. Exactement. Et en plus, tout le monde le sait que Marseille, ce n'est pas facile de s'imposer là-bas. Donc là, peu importe le joueur que tu vas aller chercher, si c'est un top joueur, en tout cas abordable pour Marseille, ça va être très compliqué pour qu'ils disent oui. Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vends quand tu veux aller chercher un joueur? C'est à part, la ferveur, etc. Oui. Mais le joueur, il a envie de jouer une compétition européenne, il a envie d'être dans un effectif stable. Et ce que dégage l'OM aujourd'hui, c'est compliqué. Et d'autant plus que tu peux pas trop te rater, parce que si tu refais une année suivante, un peu comme celle-là où tu n'es pas en Coupe d'Europe encore une fois l'année prochaine, c'est que t'as pas le droit à l'erreur, à la fois économiquement et sportivement. Quel bilan on fait de cette saison européenne, de ces deux clubs pour les Français? Il y a aussi Lille. Je voudrais qu'on fasse un bilan global des clubs européens. Lille, finalement, je suis désolé, mais Lille ne va pas en demi, mais j'ai l'impression que c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression sur la scène européenne. Évidemment, une coupe moindre, mais quand on voit le tableau final de la Conference League, ici on a dit sur ce plateau que s'il passait Aston Villa, il pouvait aller au bout. Lille avait ses chances aussi, finalement. Quel bilan vous faites globalement pour les clubs français là? J'ai aimé les parcours de Lille, de Toulouse même aussi, que je trouve qui s'est battu avec ses armes, notamment ils ont battu Liverpool, contre Benfica, ils étaient pas si... Alors, ils étaient pas si loin de le faire. Je trouve que Lens aussi a su créer quelque chose malgré la défaite contre Fribourg. À domicile.
Au final, alors celui du PSG, il est un peu tronqué parce que tu es en demi-finale, donc tu n'es pas loin de réaliser ce dont tu rêves depuis longtemps, mais finalement, tu as quand même 5 défaites et encore une fois, je répète, mais la qualification contre le Barça, pour moi, elle est un peu miraculeuse. Alors, le rouge, il est provoqué, il y a très bien, mais tu perds quand même contre Dortmund, tu perds pas non plus contre un top. Et non, Marseille réussit quand même son parcours européen parce que de là où tu venais, de la défaite contre le Panathinaikos, tu bats quand même le Donetsk, Villarreal, Benfica, tu réussis ton parcours européen. J'ai l'impression que l'OM est plus convaincant sur ses victoires que le Paris Saint-Germain, par exemple. Tu vois, on voit le match aller face à Villarreal, même si à Villarreal il y a des joueurs malades, etc., et que le retour est très compliqué. Déjà, les 2 matchs face à Donetsk sont maîtrisés, je trouve, de la part des Olympiens. Et le match aller contre Villarreal, très solide, quoi. Tu vois. Ouais, et puis Lille aussi, oui, je trouve. Lille, Toulouse, même Rennes aussi, contre le Milan, Oui, il y a un truc. Il y a un truc. Non, franchement, en fait, cette année, je trouve que les clubs français... Parce qu'on a pris un peu d'espoir cette année. Ont plutôt répondu présent, mais au moment de la dernière marche, c'est là où tu prends la réalité, en fait, qu'il y a un fossé entre ton championnat et les 4 autres. Il n'y a pas 5 grands championnats, il y en a 4. Ouais, et tu prends ce fossé-là dans l'intensité débat, au moment où ça s'accélère en avril-mai. Et en fait, j'ai l'impression que nous, vu avec notre prisme français, donc on a cette analyse, mais je pense que un club étranger n'est pas malheureux quand il tire un club français dans les demi-finales, etc. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va manquer d'expérience, ça va... Soit les bancs, c'est compliqué. Et je pense que par contre, on doit se baser sur ce qui a été fait cette année. On parlait de Lille, on parlait de Lens, etc. Parce que souvent, il y a une disparité au niveau de l'engagement des clubs français. Donc, tu en as un qui va sortir et tous les autres, ils vont faire n'importe quoi. Là, je trouve que ça a été quand même homogène. Et je pense que si l'année prochaine, on peut repartir sur ça et voilà, essayer d'avoir plusieurs équipes qui se qualifient, parce que c'est rare, limite, maintenant, d'avoir plusieurs équipes qui passent pour les phases à élimination directe. Ça peut être intéressant. Et je pense qu'en termes de mentalité, cette saison a quand même apporté quelque chose au club français au niveau européen. Je pense qu'il y a eu quelque chose, même dans la gestion, même au niveau des coachs qui étaient engagés sur ces différents matchs-là. Je pense que dans leur gestion, ils ont été un cran au-dessus. À l'inverse, moi, de ce que je constate, c'est que les saisons précédentes, on avait une autre analyse, c'est-à-dire qu'on se disait ils ont bien joué, mais à la fin, c'était le club adverse qui passait. Et cette année, on a l'impression que les clubs français ont été moins bons que leur adversaire et ils sont quand même allés plus loin dans la destination finale. C'est aussi ça l'Europe. Ouais. L'Europe, c'est des fois être moins bon. C'est là où j'ai l'impression qu'on a progressé. Esthétiquement parlant, mais gagner. C'est aussi ça les matchs européens, parce que tu as un peu de fatigue, parce que le week-end dernier, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Et je trouve que parfois les clubs français ont montré du caractère, mais comme tu le disais, sur vraiment les dernières confrontations, notamment les demi-finales, où là vraiment c'est la dernière marche, ça nous a quand même montré où on en était. Exactement. Alors, on va ouvrir la page Leverkusen. Il y a des choses à dire. Il s'est encore passé des choses dingues. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook, YouTube et Twitch. Vous pouvez laisser vos commentaires, comme d'habitude. On les relaiera à l'écran. Messieurs, on est obligé d'ouvrir ce dossier-là. Il s'est encore passé une dinguerie hier soir, puisque là, on rappelle la finale. C'est Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, en finale de l'Europa League. Hugo, Leverkusen, encore une fois, clutch. 97e minute. Ils étaient menés, on le rappelle, 2-0, 2 pénaltys de Leandro Paredes, qu'on connaît bien. Et ils reviennent et ils ne perdent encore pas cette saison. En fait, on est même peu surpris en fait, du scénario. C'est-à-dire que hier, on se dit jusqu'à où ils vont encore pousser le truc. Et moi, je suis fasciné par le fait que cette saison-là arrive avec un club comme ça. Parce qu'en fait, une saison où tu es invaincu, toute compétition confondue, c'est jamais arrivé. Mais si ça arrive, tu peux te dire que ça arrive sur un Real Madrid, sur un Manchester City ou sur une équipe habituée aux joutes européennes et habituée à souvent gagner des Ligues des Champions, quoi. Et là, honnêtement, la saison que fait Leverkusen, alors oui, c'est magnifique en Bundesliga, c'est enfin champion. Et en plus, c'est qu'ils passent de leur réputation qu'ils avaient historique du Leverkusen où ils ne gagnaient jamais et ils étaient tout le temps repris dans les derniers moments où ça comptait vraiment. Un peu comme le PSG au final, en Ligue des Champions. Et là où
t'as l'impression que rien ne peut leur arriver, qu'ils sont touchés par la grâce. Et là, ils sont à 4 matchs. Donc, il en reste un en Coupe d'Allemagne. Il reste la finale contre l'Atalanta, qui va être intéressante d'ailleurs, je pense. Exactement. Et les 2 de Bundesliga. Et je vois pas ce qui peut les empêcher de. Et je pense qu'on a tous envie qu'ils aillent au bout, quoi. Parce que cette saison, ils ont une équipe magnifique, ils ont un super coach. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien qu'ils restent aussi la saison prochaine. Et non, moi, je suis épaté. Enfin, en fait, je suis à la fois plus surpris parce que ce scénario-là se répète et à la fois épaté par le fait que cette répétition-là devient limite banale, en fait. Ils ont réussi à banaliser un truc qui est de fait anormal. Oui, parce que Wesley, les derniers résultats au final de Leverkusen sont pas si bons. C'est-à-dire qu'ils sont en train de marquer un petit peu le pas sur la saison. Beaucoup de matchs nuls, ce qui est normal. Ils ont pas surperformé, mais en tout cas, ils ont performé pendant un long moment. Là, c'est compliqué, mais encore une fois, ils sont au rendez-vous, ils sont en finale et il n'y a rien à redire. Mais là, ce qui est formidable dans l'analyse avec Leverkusen, c'est qu'aujourd'hui, tu as un groupe qui déteste la défaite. Ouais. Tu as un groupe qui ne veut pas perdre. Et limite, c'est quelque chose que les joueurs se sont accaparés. Parce que hier, à 2-1, ils sont qualifiés. À 2-1, ils sont qualifiés. On voit qu'ils veulent aller le chercher. Voilà, ils sont dans ce truc où ils ne veulent pas perdre. Et je pense qu'effectivement, il y a esthétiquement la série, mais je pense que ça dépasse même le cadre de la série. Ils ont vraiment développé en eux ce truc où on ne veut pas perdre et on ne perdra pas. Et pour moi, il y a un facteur clé, mais vraiment clé cette saison, tu l'as un peu dit, c'est le coach. Et je vais encore plus loin, les joueurs ne sont pas bêtes, le coach a été sursollicité, et ce qui est mérité, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'au moment de la saison où le coach annonce qu'il reste, supplément d'âme. Supplément d'âme pour les joueurs. Et tu penses que ça a joué ça pour la fin là ? Tout a été bien fait. Parce que ça remonte à quoi ? Un mois et demi, où il annonce que finalement il reste et qu'il est content de le faire, etc. Et pour moi, à ce moment-là, avant des échéances très importantes, parce que c'était, on va dire, février-mars, pour moi, là, il a donné le ton de la fin de saison, en annonçant qu'il restait. Donc, tu envoies un message fort à tes joueurs. Même si je suis sollicité, c'est en vous que je crois, c'est avec vous que je veux travailler. Et je pense que les joueurs lui rendent très bien, d'où cette envie de ne pas perdre. Pour moi, il y a un truc qui s'est créé entre le coach et les joueurs qui est absolument formidable. Ouais. Et en fait, il leur a donné ce truc des grands clubs. On le sait, on sait par qui il est passé, on sait les coachs qu'il a eu, et on voit ce qu'a réalisé le Real, je pense qu'on va en parler. Et ben, à une certaine échelle, c'est ce que réalise Leverkusen. Aujourd'hui, tu gagnes contre Leverkusen 2-1, 3-1, t'es pas tranquille. Tant que l'arbitre qui n'a pas sifflé, t'es pas tranquille. Donc franchement, c'est... Et puis, en tant que passionné de football, c'est formidable de voir une saison comme ça. Ah oui, c'est vraiment... Et puis, je trouve que là où il a encore beaucoup de mérite, c'est les joueurs qu'il a allé chercher. Prenez le 11 de Leverkusen, c'est pas des big stars. Hein. Qui peut prédire ça au début de saison ? Voilà, donc vraiment... Tout a été bien fait. Ouais. C'est vraiment les Leverkusen, tout a été bien fait. Ils ont beaucoup de mérite, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le turnover, tout. Je suis fan de tout cette année concernant ce club. On va faire le point sur les finales à la fin, hein, et puis je vous demanderai votre préféré, mais bon, il y en a une qui se dessine qui va être pas mal. On va ouvrir le dossier Ligue des Champions avec ce Real Madrid, Bayern Munich, ce match retour, encore une fois un peu dingue. On parlait du Money Time pour le Real, Wesley, pour le Leverkusen, lapsus. Ouais. Mais encore une fois, le Real se sort d'une situation inespérée. On ne sait pas comment ils font. Encore une fois, Roselu qui se prend pour Benzema et qui vient chercher la victoire. Il y a encore des circonstances arbitrales. On va revenir sur tout ça, mais déjà sur le match en lui-même, le Real s'en sort encore. Un bon Bayern Munich, finalement, sur cette demi-finale aller-retour. On voit un très bon Bayern en difficulté dans toute la saison, mais qui là fait une très bonne demi-finale. Mais le Real, encore une fois, en fait, passe. Ce qui est fabuleux, c'est que, un peu comme ce qu'on disait sur Leverkusen, tu as un Real qui a déjà vécu ce genre d'émotion récemment, donc tu as des joueurs qui sont très attachés au club. Tu le sens, les gars, ils défendent leur couleur comme pas possible. Et quand le Bayern gagne 1-0, les gars, ils ont une telle confiance en eux que peu importe le temps qu'il reste, ils vont jouer leur football. Et il se passe quelque chose à Bernabéu. Les joueurs y croient, le public y croit. T'as un coach qui est super calme. Il est là, il n'arrête pas de dire à tout le monde de se calmer. Et je pense qu'en fait, et Thierry Henry l'a dit, ce n'est pas de la chance. Moi, je n'y crois absolument pas. Et c'est juste que si tu veux battre le Real, même quand tu gagnes, il ne faut absolument rien leur laisser. Parce qu'une demi-occasion, ils vont te la transformer et derrière, tu vas trembler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Peut-être que si le deuxième but n'était pas arrivé comme ça, ils auraient marqué autrement. Le Bayern n'y était plus.
le Bayern n'y était plus. Ils se sont dit, oh là là, ça y est, nous, on va, comme tous les autres qui sont passés avant nous. Il y a le poids de l'histoire qui rentre dans la tête. Parce que sinon, je vais monopoliser la parole. Non, mais vas-y. Vraiment, pour moi, il y a un truc à Madrid, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu joues le Real, la force mentale, elle est de leur côté. Ouais. Et je pense que ça, les joueurs, ça leur fait quelque chose. Ouais, ton analyse, Hugo, sur ce qui s'est passé là, sur le match en général aussi, mais bon, le Real semble trop fort. Ils semblent trop forts et en plus encore une fois ils ont la partie de tableau la plus compliquée. Ce quart-là était avec il y avait Arsenal, le Bayern, City, le Real. On se disait tous que l'équipe qui allait sortir de ça allait prendre la Ligue des Champions. Bon là ça en prend le chemin, mais c'est vrai que on les a vus souvent faire ça contre par le passé, des Chelsea, des Manchester City, des Paris Saint-Germain. Là, c'était le Bayern, c'est une équipe qui est habituée à gagner plusieurs fois la Ligue des Champions. Et je trouve que sur le match aller, le Bayern méritait peut-être un petit peu mieux. Même si, encore une fois, la capacité du Real à gérer les temps faibles au match aller, à marquer sur cette frappe, sur cette passe de cross pour Vinicius, ce premier but. C'est cette capacité en fait à tuer l'adversaire sur le terrain et de le tuer aussi mentalement. Parce que quand tu domines comme le Bayern l'a fait au match aller et que tu ressors avec 2 partout et que tu as le retour à te faire au Bernabéu, c'est très compliqué à gérer. Et sur le match retour, je trouve que le Real a été meilleur. Mais le Bayern a réussi à mener. Et je trouve que, honnêtement, j'y croyais. Honnêtement, ils m'ont surpris le Real Madrid, mais je trouve que là où le Bayern s'est un petit peu, je dirais, sabordé, c'est que le changement en cours de match de Tuchel qui fait sortir Harry Kane et Musiala pour faire rentrer Müller et Choupo-Moting alors que tu mènes que 1-0 et qu'il en faut qu'un au Real pour t'emmener en prolongation, c'est un peu différent de ce qu'avait fait Terzic la veille qui lui sort Adeyemi alors que Paris doit marquer 2 fois pour pouvoir t'emmener en prolongation. Et je pense que Tuchel s'est vu un petit peu trop beau. Et la force du Real, c'est que ils ont su profiter d'une erreur de Neuer, qui était le meilleur, qui était pour moi l'homme du match avec Vinicius. Parce que Neuer, les parades qu'il te fait sur Vinicius tout au long du match, c'est énorme match. Encore une fois, il montre que c'est un top gardien dans l'histoire. Et en fait, oui, la capacité du Real à toujours ressortir vivant quand on les croit morts. Et ce qui est fou, c'est que c'est Rosselló où en début de saison, on se dit c'est impossible de faire la saison avec lui en numéro 9. Au final, il fait gagner beaucoup de matchs. En championnat, en Ligue des Champions. Et encore une fois, enlever à chaque équipe européenne son gardien de but titulaire, sa charnière titulaire et son numéro 9 en début de saison, le Real, c'est ce qui s'est passé cette année. Exactement. Courtois. Ils sont en finale de Ligue des Champions. Et tu te dis, franchement, il n'y a pas de raison. Alors, j'aime beaucoup Dortmund, mais je vois pas dans quel monde elle peut, sur un match, échapper à Madrid. Et tu vois, ce qui est fou, parce que la partie j'aime bien parler de la partie psychologique des joueurs, parce que pendant le match, tu penses. Et quand tu vois, après tout ce qu'il a fait, que ton gardien, il fait un match de fou et c'est lui qui te met dedans, je te jure que ça fait mal. Je te jure qu'en tant que joueur, l'égalisation mentalement, elle leur a fait du mal aujourd'hui. Parce que il te garde dans le match avec les différents arrêts qu'il fait. Et au final, c'est lui qui te met dedans. Il reste pas longtemps. Le temps, il est affiché partout. Tout le monde regarde. Je t'assure que mentalement, pour moi, l'égalisation, elle avait annoncé la suite. Clairement. Quel poste, justement, ce poste de gardien de but, c'est à l'image de cette action-là. On voit que, tu vois, Neuer fait un match énorme et puis en fait, on va retenir quoi ? On va retenir cette boulette-là qui amène l'égalisation, quoi. C'est dur. C'est très dur. Et sachant que comment le match se déroulait, tu avais toutes les raisons de croire que, comme tu l'as dit, le Bayern, c'est un très grand club. Donc, tu avais toutes les raisons de croire que ils vont le gérer tranquillement et tout. Mais le Real, ils ont ce truc-là. Mais je me dis qu'à force que ce scénario se répète à chaque fois, chaque année, parce que pareil, c'est le qu'ils prennent il y a 2 ans où ils retournent, c'est Paris, Chelsea, City, c'est que je pense qu'au-delà de... Parce qu'avant, il y avait la donne, tu joues à Madrid, au Bernabéu. C'est que maintenant, en plus, maintenant le stade il est fermé, tu peux même plus voir l'extérieur. Et en fait, je pense qu'à force en plus de ces retournements de situation, c'est que tu vas créer chez l'adversaire encore plus cette crainte de ne jamais plier le match et de toujours avoir la possibilité de t'en prendre 1 ou 2 en fin de match. Et c'est qu'en plus, sur la fin du match, c'est Rudiger en position d'ailier gauche sur un corner qui centre à la limite du hors-jeu pour Rosselló qui est là pour te... Enfin, c'est que tu as un dépassement de fonction chez chacun des joueurs.
Et tu as aussi une profondeur de banc, parce que même si tu as beaucoup de blessés, tu sors Kroos, tu fais rentrer Modric, tu sors Tchouaméni, Camavinga qui rentre, et tout de suite, il y a une capacité chez les entrants au Real Madrid d'apporter une différence, d'apporter cette intensité nécessaire à ce moment-là du match, dans la gestion du match, qui en fait tue l'adversaire. Ah oui, c'est ça, c'est ce changement-là. Non, parce que on voit un Ancelotti qui gère bien son groupe d'ailleurs de cette manière-là. Physiquement, comme tu l'as dit, dès les premiers ballons, Camavinga, tu as vu ce qu'il allait apporter. Ouais. Et puis, encore une fois, t'es joueur, t'es fatigué, tu regardes vers le banc, tu vois Modric qui va rentrer. Tu dis, oh là là là. Quel enfer. En fait, ils ont réussi à créer quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Je vois pas aujourd'hui un club qui, sur l'aspect psychologique, domine autant ses adversaires. Je ne vois pas un autre club le faire. Ouais. Et Ancelotti, vraiment, il a énormément de mérite. Il a énormément de mérite et je crois que c'est Rudiger qui en parlait. Là, en fait, les fins de match qu'on voit du Real, c'est toute la partie invisible d'Ancelotti qui, tu viens d'arriver, t'es chez toi avec ta femme, il vient prendre un barbecue chez toi. Et les mecs, ils ont envie de se tuer pour leur coach. Non, mais c'est ça la réalité. Rudiger, il en parlait encore il y a quelques jours. Et pour moi, tout ce qui arrive là sur les fins de match du Real, c'est le travail d'Ancelotti où il va chez les gens, il fait en sorte que les joueurs se sentent bien, etc. Ils ont envie de lui rendre. Exactement. Ils ont envie de lui rendre. En plus, il est revenu donc il y a 3 ans au Real Madrid. Et moi, quand j'avais vu qu'il revenait, je me suis dit, j'étais assez sceptique parce qu'il s'était un petit peu perdu, je trouvais, avec Everton et Naples. Et je me disais, qu'est-ce qu'il va apporter au Real Madrid après Zidane? Et finalement, il te dégage une sérénité et en fait une parfaite connaissance de ses joueurs, de son effectif et de ces moments-là, parce qu'il a quand même un long bagage derrière lui. Et que je pense très sincèrement que c'est peut-être le meilleur entraîneur aujourd'hui pour le Real Madrid. Je dis pas que c'est le meilleur du monde parce qu'il y a du Guardiola qui est très très fort, il y a beaucoup de très bons techniciens, il y a du Klopp, mais je pense que pour gérer ce club-là, ces moments-là, dans cette compétition-là, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui avec cet effectif-là. Ouais, et on a vu, j'aimerais souligner, on va faire des cas par cas sur les joueurs. Toi, tu parlais de Rudiger, on parlait de ces joueurs-là. Si on fait un rapport au club français, au Paris Saint-Germain, c'est ce genre de joueurs qui manque. Mais en fait, pour aller au bout d'une compétition. J'ai des images en tête. Celle où, à la fin, là, il attrape Ancelotti, il le secoue un peu. Les gens disent, doucement, il a 65 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, dans ces matchs-là, il te faut des leaders. Au-delà de joueurs bons techniquement, il te faut des mecs qui ont du caractère. Rudiger, il a mené la vie dure à Harry Kane. Il l'a pas lâché. Et en fait, c'est ça qu'il te faut. Tu vois que ton coéquipier, il gagne des duels, il harangue le public. On parlait de Vinicius, les premiers duels. Qu'est-ce qu'il a fait? 25 secondes. Il a percuté, corner, il a harangué la foule. Ça y est. C'est dingue. Et ça, c'est exactement ce qu'on attendait mardi soir. Si tu fais un peu le parallèle avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est exactement ce qu'on attendait mardi soir. Ouais, ce supplément d'âme qu'on voit justement au Real. C'est ça aussi qui manque parfois au club français. On met Paris en lumière parce que c'est eux qui vont le plus loin et qui ont le plus de chances d'aller au bout, entre guillemets. Mais tu vois, c'est ce qu'on voit là sur le terrain, ce qu'on voit à Vinicius, pour moi, c'est le plus parlant. 20 secondes de jeu, il attaque. On voit bien que peu importe où il va, il veut montrer qu'il faut aller vers l'avant. Et voilà, ce supplément d'âme-là, ce truc-là en plus, j'ai l'impression on n'est pas prêt de le voir. Il y a une chose, je trouve, qu'on sous-estime un peu en France, c'est l'héritage du club. Et en fait, en Real Madrid, alors oui, il y a Vinicius, il y a Bellingham aussi, qui n'a pas été très très bon, mais qui a harangué à plusieurs reprises la foule. Et en fait, ça, je pense que c'est transmis. Ils sont depuis. Alors, Vinicius est depuis longtemps au club, mais tout ça, c'est transmis par des joueurs qui sont du club. Et regardez par exemple un Nacho. Qui fait un vrai match. Souvent, on se dit, cool, Nacho est là, PSG va pouvoir s'amuser face au Real Madrid. Il est capitaine du Real Madrid. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'il y est. Il fait toujours le taf. Il se plaint jamais dans les médias d'un manque de salaire, un manque de temps de jeu ou quoi. Il y a Carvajal également, qui est souvent là au Real Madrid, ou même au Classico, Lucas Vázquez, où tu te dis, il n'y a pas Carvajal qui fait une très bonne saison, ils mettent Vázquez, il y a peut-être un moyen pour le Barça d'exploiter ce moment-là, mais sauf que Vázquez, il t'obtient le penalty, il te fait une passe décisive, il te met un but. Et en fait, il y a des ADN il y a des joueurs qui ont l'ADN club. Eux, ils sont formés au club, mais par exemple, c'est des joueurs espagnols. Et en fait, je pense que pour chaque club, c'est important d'avoir cette base-là dans son équipe. Et que au Bayern, alors, ça n'a pas forcément marché mardi, mais tu as du Kimmich, tu as du Manuel Neuer, t'avais avant des Lahm, du Schweinsteiger, tu as Oui, et puis des Müller aussi, qui des Thomas Müller. En fait, tu as un héritage club à créer ou à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, Paris l'a eu dans le passé avec des Matuidi,
dans une moindre mesure des mecs comme Mamadou Sakho, même des Kimpembe, même s'il est un peu blessé aujourd'hui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu as cet ADN club et cet héritage club que tu dois créer. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris, ça prend du temps à créer. Ça passe par des échecs et par des moments durs, mais je pense que c'est une notion qui est importante dans la construction d'un club, de ne pas prendre forcément 11 stars et les empiler, parce qu'en fait, une équipe de foot, c'est comme un puzzle. C'est une complémentarité qui s'assemble, et je pense que c'est très important d'avoir aujourd'hui des joueurs qui savent ce que représente le club, et qui ne sont pas les meilleurs, mais qui peuvent être les meilleurs via un supplément d'âme et d'intensité. Jamie Carragher. Oui. Jamie Carragher, oui. J'exagère, mais c'est l'exemple même. Tu l'enlèves, tu le mets dans un autre club, tu vas te rendre compte qu'il ne sait pas faire de jongle. Oui, bien sûr. Liverpool, c'est son club, c'est chez lui. Et si toi, à côté, tu n'es pas dedans, ça va être le premier à te rentrer dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le Paris Saint-Germain, je ne sais pas qui est capable de faire un reproche à tout le monde sur le manque d'intensité. Tu vois, un joueur vraiment, bon, même si on peut parler un peu de Marquinhos, etc., mais vraiment un joueur qui est peut-être pas le meilleur, mais par contre, voilà, c'est ça. Et tu citais Matuidi, c'est un exemple formidable. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est un débat parallèle, mais j'ai l'impression que dans le football moderne, des profils comme ça, il y en a de moins en moins. On privilégie l'athlète, le technicien, mais j'ai l'impression qu'il y a une époque pas si éloignée que ça. Je pense à des Gattuso, Roy Keane, tous ces joueurs-là, Van Bommel, enfin c'est des joueurs pas très beaux esthétiquement, mais qui avaient ce supplément, cette dureté. C'était des joueurs durs qui prenaient des rouges, qui haranguaient, etc. Mais j'ai l'impression que ça a changé un petit peu. Je vais pas dire le football il a changé, mais j'ai l'impression quand même que ce genre de joueurs, Wesley, on les voit beaucoup moins. Tu sais pourquoi ? Je vais te dire un truc. Tout le monde veut être beau aujourd'hui. Les joueurs, tout le monde veut être beau. Et en fait, c'est vrai que ce gars-là un peu qui sort les dents et tout, c'est pas esthétiquement, c'est pas beau. Et en fait, j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui, ils sont plus, comme tu l'as dit, ce sont de formidables athlètes, etc. Mais aujourd'hui, être un guerrier, il faut l'assumer. Aujourd'hui, il faut l'assumer. Et Rudiger, ce que j'aime bien, c'est qu'il l'amène de manière assez drôle, tu vois. Et tu sens que le gars, il s'éclate un peu. Mais effectivement, je pense qu'on est dans une époque où tu formes de très bons athlètes et au niveau de l'état d'esprit, tu as un peu moins de joueurs, c'est des joueurs de l'ombre en fait. Des Makelele, tu vois, des joueurs comme ça. Matuidi, pour moi, c'est l'un des derniers. Exactement. Tout son parcours, c'est un combat, Matuidi. Tout son parcours, c'est un combat. C'est le mec qu'on voulait pas forcément garder, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu me dis, sors-moi 10 joueurs comme ça, qui dans chaque club font le travail de l'ombre, ça va être compliqué. Il y en a, il en reste. Mais je pense que plus le temps va passer et plus on va aller vers des joueurs très beaux, très fit, etc., qui veulent pas forcément faire le sale boulot. Exactement. On va parler un peu des finales qui se dessinent. Pour faire le point, on a un Borussia Dortmund-Real Madrid, on a un Atalanta-Leverkusen et un Olympiakos-Fiorentina pour la conférence. Hugo, si tu devais en regarder qu'un, tu regardes lequel ? À Dortmund. Tu regardes Real Dortmund, mais Atalanta-Leverkusen, il me tente bien celui-là. C'est parce que c'est deux équipes qui sont joueuses et je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais oui, évidemment, Real Dortmund, parce que c'est la Ligue des Champions et que surtout Dortmund, moi, me fascine parce qu'il y a 2 ans, ils perdent Haaland. Il y a 1 an, ils perdent Bellingham. Et au final, ils n'ont jamais été aussi forts que cette année en Ligue des Champions. Alors, il y a eu l'année sous Klopp en 2013 déjà à Wembley. Mais c'est vrai que la capacité de Dortmund, qui fait partie de ces clubs-là, qui perdent chaque année leurs meilleurs joueurs, à pouvoir se reconstruire, c'est un exemple à suivre, je pense, pour les clubs français qui sont habitués beaucoup à faire du trading, comme ils aiment le dire. Et en fait, tu peux faire du trading en continuant à performer. Et alors, peut-être que Dortmund, on ne s'y attendait pas à les voir aussi loin, mais je trouve qu'ils ne l'ont pas volé et que ils ont montré qu'ils étaient meilleurs que le PSG, qu'ils étaient meilleurs que l'Atlético de Madrid. Et alors, évidemment, dans un match, tout peut se passer, mais je donne quand même le Real Madrid largement favori. Et je pense que la 15e, avec Bellingham à Wembley chez lui, je pense que c'est déjà un peu écrit, quoi. Alors, il y a une question qui me vient, et après on reviendra à cette question-là, Wesley. Mais là, je suis en train de penser à Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce Real qu'on a vu hier, là, tu le fais jouer ? Moi, en fait, je fais partie. Moi, j'aime bien prendre position. Parce que faire l'unanimité, c'est être trop gentil. C'est pour ça. Moi, je prends position et je pense que sportivement, on en parlait un peu en off, sportivement, je ne suis pas convaincu
que Kylian Mbappé représente une plus-value dans le 11 du Real. Plus parce que ce qu'on avait il y a 2 jours là. Parce que, encore une fois, pour moi, Vinicius, il est intouchable. Intouchable. On est d'accord. Et en tant qu'observateur, je me dis, Kylian Mbappé, là où il est le plus fort, c'est quand il est lancé de la gauche vers l'intérieur. Et aujourd'hui, de la gauche vers l'intérieur, c'est Vinicius. Donc, tu le touches pas. Tu mets Kylian Mbappé en 9, et il est à droite devant le but, il n'y a pas de problème, il va mettre ses pions, mais ce que ça peut t'amener dans le vestiaire, moi, c'est surtout ça qui me questionne. Alors, il va être humble, il n'y a pas de problème, mais ce que ça peut amener dans le vestiaire, est-ce que Kylian Mbappé va accepter aujourd'hui, à son âge, de jouer pour pratiquement tout le reste de sa carrière numéro 9 ? Je n'en suis pas sûr. Et il y a un truc, ça fait des années et des années, qui fait un certain style d'appel de balle. Il ne va pas changer d'un coup. Donc je pense que en amenant Kylian Mbappé, sans lui enlever le talent qu'il a, c'est un très grand joueur. Tu peux peut-être te créer des problèmes. Donc je ne suis pas sûr que le Real de Madrid soit sportivement le meilleur choix à faire. Cela n'engage que moi. Ouais, Hugo, rapidement ton avis, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais ça pose encore plus de questions après les derniers matchs. Alors, après les derniers matchs du PSG et les derniers matchs du Real. Aujourd'hui, s'il y a une certitude, c'est que Mbappé a plus besoin du Real de Madrid que l'inverse. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est un dossier qui dure depuis des années et des années. Et en fait, c'est un dossier qui dépasse le foot, parce que si ça tenait qu'au foot, l'offre en 2021, à un an de la fin du contrat d'Mbappé à 180 millions, elle aurait déjà été acceptée par le PSG. Et Mbappé serait arrivé au Real en 2021, à l'époque où Vinicius n'était pas aussi fort sur son côté gauche, et peut-être qu'on n'aurait jamais eu un Vinicius à ce niveau-là. Là, c'est évident que tu vas pas prendre Mbappé pour déloger Vinicius, qui est numéro 7 sur son côté gauche au Real Madrid. Donc, tu te dis, t'as Vinicius à gauche, t'as Rodrigo à droite dans un 4-3-3, il te faut un 9. Le 9 numéro 1 pour moi actuellement, c'est Haaland. C'est pas forcément Mbappé. Mbappé pour moi, c'est pas vraiment un numéro 9. Par la force des choses, il joue numéro 9 cette année. Et moi, je le préfère évidemment, je le préfère comme toi, je pense en haut à gauche. Mais j'ai quand même envie de voir ce mariage Mbappé-Real Madrid. Ça me hype, comme on peut dire. Et surtout, en fait, moi, je suis ce qui me fait dire que ça peut marcher, c'est que depuis qu'il arrive au Real Madrid, Ancelotti a toujours su s'adapter tactiquement. Et que je m'attendais pas à voir Bellingham dans un rôle de faux numéro 9 cette année, marquer autant de buts, performer autant. Je m'attendais pas à voir Camavinga jouer latéral gauche à ce niveau-là. Je m'attendais pas à voir Tchouaméni faire le De Sailly en Ligue des Champions en défenseur central. Et en fait, je me dis, est-ce que Ancelotti peut pas trouver les clés tactiquement pour faire briller Mbappé dans ce rôle de numéro 9 ? Moi, je pense qu'il peut le faire. Il s'en est déjà sorti avec Valverde au poste d'ailier droit, donc ça peut prendre du temps, évidemment. Et donc, moi, j'ai envie de voir ça. Et en revanche, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce que Mbappé veut aujourd'hui ? Parce que qui veut écrire son histoire avec le PSG, qui prolonge au PSG pour prendre la Ligue des Champions dans un projet où tout a été mis autour de lui pour faire les performances qu'il a fait contre le Barça, contre Dortmund, ça me laisse sur ma faim. Évidemment, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club et qu'il mériterait un départ digne de ce nom dimanche contre Toulouse. Mais il part sur une mauvaise note au vu de tout ce qui s'est passé cette saison. Et il gâche un petit peu sa sortie. Donc, il faudra voir déjà quel Euro il fait avec l'équipe de France. Parce que ses dernières sorties avec l'équipe de France sont pas bonnes. Ouais, c'est vrai. Contre le Chili, contre l'Allemagne. Parce que contre l'Allemagne, il jouait à gauche face à Kimmich. Bien sûr. Moi, j'ai vu Vinicius à gauche face à Kimmich mardi soir. Oui, on a tous vu. Et en fait, c'est qu'il y a une différence de volonté chez les deux joueurs. Et je pense que le comportement qu'Mbappé a avec le PSG depuis des années, qui est aussi provoqué parce que Paris lui laisse beaucoup de choses, il ne pourra pas l'avoir au Real Madrid. Parce que l'institution, parce que tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il va réussir à se mettre au diapason du collectif et faire passer ses intérêts collectifs au-dessus de ses intérêts personnels à lui. Parce que voilà, il va peut-être devoir célébrer le ballon d'or de Vinicius ou Bellingham dans 3 mois avec eux. Donc, c'est pour ça que non mais honnêtement, je me demande
qu'est-ce que lui il veut? Est-ce qu'il veut être la star d'un projet? Et dans ce cas-là, va pas à Madrid, va en Première Ligue. Va en Première Ligue. Et s'il veut réaliser son rêve d'être au Real Madrid, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe en dessous de son intérêt collectif, enfin personnel à lui. Ouais, c'est pour ça que je parlais du vestiaire tout à l'heure. Après, je pense quand même que dans le vestiaire, il aura. Je pense qu'il aura Camavinga, Tchouaméni pour essayer de l'intégrer un peu, qui sont très potes avec Bellingham et Vinicius, mais c'est vrai que tu as raison et que dans le vestiaire, il pourra pas se permettre les trucs qu'il fait à Paris. Ah oui, c'est impossible. T'as raison. Bon, petite parenthèse Mbappé fermée. On conclut avec toi, Wesley, du coup, sur ces finales qui se dessinent. C'est vrai qu'on est attiré par la Ligue des Champions, mais un Atalanta Leverkusen. Ah non, mais ça va être une opposition de style, ça va être un top match, ça c'est sûr et certain. Même moi, je suis content de voir la Fiorentina jouer une finale. Oui, je suis vraiment content. Et est-ce que ça symbolise pas ce qui se passe aujourd'hui en Serie A? Parce que la Serie A a été très haute. Oui. Ensuite, la Serie A a été dénigrée. Puis récemment, on a vu d'autres coachs arriver en Serie A et proposer du jeu assez attractif. Entre l'Inter qui fait une finale l'année dernière, Fiorentina qui fait la Conférence League là. C'est ça. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai envie de voir le Real prendre sa 15e LDC. Ouais, ce serait logique. Je pense que ce serait logique et ce serait une belle histoire. Mais par contre, Atalanta et Leverkusen, même si je suis très fan de ce que propose l'Atalanta, pareil pour la saison de Leverkusen. En fait, c'est une saison là, cette fin de saison, je la veux romantique. Vraiment. Donc je pense qu'on va se régaler par contre. Je ne vois très pas. Très dur à définir comme vainqueur d'ailleurs. C'est très difficile. Généralement, les finales sont fermées. Enfin, il y a de grandes chances que les finales soient fermées, mais je sais pas. Cette année, je pense que ça va être ouvert. Ouais. Pronostic des vainqueurs sur les trois. Je vois la Fio gagner. Ouais. Leverkusen, Real Madrid. Dans la difficulté, mais je les vois quand même gagner. Alors moi, je suis romantique du football aussi, donc j'aimerais bien voir l'Olympiakos. Ouais. Parce que je trouve que grosse saison, là, je trouve que justement un club hors du top 4, top 5 qui gagne une compétition européenne qui en plus a été fait au départ un petit peu pour ces pays-là, je trouve que ce serait un signal assez fort envoyé. Donc l'Olympiakos, j'aimerais bien les Leverkusen quand même. Ouais. Et vu qu'il faut un partage total, le Real en Ligue des Champions. Ok. On est d'accord, c'est noté. Merci messieurs, on passe au quiz. Yes. On passe au quiz, prenez vos buzzers. Le sujet, c'est les attaquants de l'OM depuis 20 ans. 20 ans. Vous êtes prêts? Il y a Vitinha dedans. Ok. Alors, je suis en train d'essayer de... Ouais. Alors, parmi les joueurs encore en activité, qui est le meilleur buteur de l'OM? Les joueurs en activité? Ouais. Parmi les joueurs en activité. Un joueur qui joue à l'OM ou quel est le meilleur buteur de l'OM? C'est pas Aubameyang. Meilleur buteur de l'OM, joueur encore en activité? Et encore en activité. Il a marqué qu'à l'OM du coup. Oui, quel est le meilleur buteur de l'OM? Et c'est un joueur qui joue encore. Benedetto. Non. Un joueur qui c'est joue pas encore. Une évidence. Mais c'est un joueur... Dimitri Payet? Non, c'est pas lui. Il a joué avec Dimitri Payet. Il a joué. Germain? C'est pas lui. Première colle. Hein. Mais il est pas simple ce quiz, les gars. Non, mais c'est bien. Mais il est bien. Alors, il est encore en activité. Il est encore en activité, ouais. C'est un vrai neuf. Si je vous donne je peux pas vous donner un de ses anciens clubs, ça va être trop simple. Mais il a fait déjà quelques clubs en Ligue 1. Il a fait l'Italie. Et puis il est parti plus loin. Avant de revenir en Europe. Thauvin? C'est Florian Thauvin. Ah, bien joué. Thauvin, bien joué, 84 bien buts Thauvin. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Mieux que Gignac, 77, Ayou 60, Payet 54. Énorme. Voilà. Quel a été le premier club professionnel de Didier Drogba? Le Mans. C'est Le Mans. C'est Le Mans. Après plusieurs échecs pour intégrer un centre de formation, Didier Drogba a signé son premier contrat pro au Mans à 21 ans. 21 ans, voilà. Ça fait 2-0 pour Hugo. Contre quelle équipe Drogba marque-t-il un doublé? Newcastle. Newcastle, ouais. Ah oui. Celle-là. L'OM et Newcastle, elle était pour toi. Elle était pour toi. Non, parce que je revois. C'est une question Wesley. Les crampons, je me rappelle de tout. Ces crampons. Il était pas tout sur ce match-là, il m'a rendu fou. Ah si, c'est possible. Si. Pour les gens, s'il y a des jeunes qui n'ont pas vu ce but, il faut aller le voir. Ouais, il faut aller sur YouTube. Faut aller le voir, le but, le contrôle derrière la jambe d'appui, incroyable. C'était en 2004, en C3, face à Newcastle. 2-1
la remontée de Wesley. Allez, je vous donne 4 joueurs et après je vous pose une question. Ok, Mamadou Niang, André Ayou, Loïc Rémy, André-Pierre Gignac. Lequel de ces attaquants a été formé à l'OM? André Ayou. André Ayou. André Ayou. C'est André Ayou qui a été formé à l'OM. Je sais pas pourquoi j'ai pas buzzé. Il a joué son père, Abedi Pelé. 3-1. Ouais, tu l'avais en plus, non? Ouais, non, mais j'ai. Ouais, 3-1, t'as bugué. Ouais. Allez, vous jouez avec nous évidemment puisqu'on est en live. Qui est le meilleur buteur de l'OM lors de la saison du titre en 2009-2010? Mamadou Niang. Mamadou Niang, bien joué. Tu te souviens combien de buts il a marqué? 17. 18, pas mal. Bien joué. Ouais. Brandao, on avait mis 8. Voilà, sympa. Il était bon, ce petit Brandao. Voilà, ça fait 3-2 pour Wesley. On passe à la 6e. 3-2 pour Hugo, pardon. Deuxième point pour Wesley. En 51 matchs de Ligue 1, lors de ses 2 premières saisons avec l'OM 2010-2012, combien de buts André-Pierre Gignac a-t-il marqué? Sur les 2 premières saisons? Sur les 2 premières saisons. Seulement en Ligue 1? Seulement en Ligue 1. Je crois qu'il n'en met pas beaucoup au début. Ouais, tu dis combien? Combinés, hein, les 2 combinés. Oui, les 2 combinés. En 51 matchs. 21. Non. 15. Non. Il en met pas beaucoup. Ouais, c'est pas fou comme après, total. c'est sous Bielsa vraiment qu'il explose. Ouais, il était en relation très tendue avec Didier Deschamps à l'époque. 13. Non. 8. Non. Ah, c'est le juste prix. Ouais, c'est le juste prix. Vu son rire, on n'est plus très loin. 11. Non. 9. 9. Ouais. Il en a mis 21 en une saison avec Bielsa. Mais avec Deschamps, ça n'allait pas trop. Les supporters, ils étaient durs. Exactement. Big Mac et tout, je me rappelle. Exactement. 4-2 pour Hugo. Bien joué, Hugo. Souvent, les premières, ça apporte des victoires. Tu vois, tu vas rentrer dans le palmarès. Poussé sur le banc début 2013, où signe Loïc Rémy? Newcastle. Non. Non, il part dans un club. West Ham? C'est pas celui-là, c'est en première ligue. C'est pas Newcastle. Et il a joué avec... C'est pas Chelsea, il a joué avec Newcastle et Chelsea, mais avant. Non, mais moi c'est pour ça que j'ai dit West Ham. Il y a un autre club. Signe ailleurs. Club qui n'y est plus en première ligue. Je vais peut-être. West Brom? Non, c'est pas eux. Southampton? Non. Je vais vous donner un joueur. Vous voulez un indice? Vas-y. Ah non, je peux pas. Si. Sunderland. C'est pas eux. C'est pas Sunderland. Je répète la question, poussé sur le banc début 2013, où signe Loïc Rémy. Après, il joue à Newcastle et à Chelsea. Oh, mais avant, il fait un autre club. Si je vous dis, ça va aller vite. Si je vous dis Tarapt. Qui perd. Qui perd les Queen Park Rangers. Mais oui, exactement. C'est vrai, exactement. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit West Ham, parce que je savais qu'il était à Londres. C'était un prêt en plus. Souvent, on se souvient pas de ce passage-là, mais avant, il passe. Tarapt, c'est facile. Ouais, ça fait. T'es fort, lui. Ça fait très très bon, Del Tarapt. 4-3 pour Go. Il reste 3 questions. Alors, je vous pose encore une fois. Je vous donne d'abord les noms et ensuite je pose la question. Okay. André-Pierre Gignac, Mamadou Niang, Michy Batshuayi et Bafétimbi Gomis. Lequel de ces attaquants a été remplacé par son frère dans l'effectif? Ayou. Ah bah non, il n'était pas dans les 4. Ah non, j'ai compris. Non, j'ai dit Gignac, Niang, Batshuayi, Gomis. Il a été remplacé par son frère. Par son frère. Donc Batshuayi, Niang. Niang, Gomis, Niang, Gignac. Vas-y, Batshuayi. Ouais, c'est Batshuayi. Tu te souviens de son frère? Il a pas le même nom. Non, il a pas le même nom. C'est Iseka. Leia Iseka. Leia Iseka. Il est arrivé 20 jours après le départ de son frère pour Chelsea. Voilà. Ah, je savais pas. Iseka, c'est le frère de Batshuayi. Ok. Voilà. Bien joué. On en était à combien? 5-3. C'est ça, 5-3. 6-4, non non, on est à 8 questions. Je crois qu'il y a 2 points d'écart. Mais ouais, c'est ça, 5-3. Il nous reste 2 questions. Tu peux au moins égaliser, Wesley. Allez chercher là. Alors, qui a le meilleur... Ah non, d'abord, je vous pose la question. Valère Germain, Mitroglou, Benedetto. La question, c'est qui a le meilleur ratio but-match? Mitroglou. C'est Mitroglou. 16 buts en 50 matchs.
15 buts en 53 pour Benedetto, 31 buts en 150 matchs pour Valère Germain. C'est un peu moins grand. 5-4, grosse remontée. C'est fou à Marseille ce qu'il a pris lui aussi. Mais c'est fou, mine de rien. C'est pas trop mal. 15 buts en 50 matchs. Intéressant. Allez, dernière question. Soit la victoire, soit on finit sur un match nul sur cette question. Qui est présenté par Villas-Boas ainsi? Donc, ouvrez les guillemets. Un joueur formé sur les côtés, mais on pense qu'il a les caractéristiques pour jouer numéro 9. Bonne chance. Wow. Villas-Boas. Lors de son arrivée, il le fait venir et il dit un joueur formé sur les côtés, mais on pense qu'il a les caractéristiques pour jouer numéro 9. Soit Hugo, du coup. Ouais. Radonjic. C'est pas lui. C'est pas bête. Mais c'est pas lui. Villas-Boas. Ouais. Là, j'ai reculé un peu trop. Je vous ai collé là. Donc, joueur et recruté. Un joueur qui arrive côté. Avec Villas-Boas. Ouais. Parce que un joueur formé sur les côtés, mais on pense. Et vous savez quoi? Il est toujours à l'OM. Il est toujours là. Il est toujours à l'OM. Possible. Non? Ça vous dit rien? Attends. Les gars, allez les gars. Non, pas d'indice, mais c'est la dernière. Elle est importante celle-là, les gars. Balerdi? C'est pas Balerdi. Non, offensif, formé sur les côtés, mais il peut jouer à Marseille. Il n'y a que lui qui était là à l'époque. Toujours à Marseille. Il est toujours à Marseille à l'heure actuelle. Il est parti puis il est revenu. Ah, les gars. Non, attends. Ah ouais. Ouais, après, il avait revu son analyse. Il avait dit bon, on a manqué un 9 de référence lors du mercato. On s'est peut-être raté avec lui. Ce ne sera pas ce joueur en numéro 9. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout le profil d'un numéro 9. C'est un genre de couloir. Ouais. Il faut savoir qu'eux, ils l'ont recruté en pensant qu'il... Mais je suis un fou, moi, Luis Enrique. C'est Luis Enrique, voilà. En plus, ils l'ont fait venir en trompe. Exactement. Match nul, les gars. Bravo, bien joué, beau match. Très beau match. Bien joué à vous. J'étais sûr avec mon Radonjic au début. Ça m'a... Luis Enrique. Exactement. Ils le font venir en pensant qu'il peut jouer 9. Et puis pas du tout. Je me rappelle. Ça fait du bruit quand ils l'ont fait venir. Exactement. Ah bah ouais, on a entendu parler. Pas trop mal sur sa dernière sortie. Oui, là, il est bon, là, couteau suisse. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Bon, merci les gars. C'était hyper intéressant. Merci. On s'est régalé. Ouais, merci Hugo pour ta première. Merci d'avoir été là. Tu reviens quand tu veux. Tu fais partie des nôtres. J'ai kiffé. Maintenant, cette grande famille des remplaçants, c'est vrai. T'étais bien, ce beau plateau. Je reviendrai pour le on va te Wesley au quiz parce que c'est un spécial. Je suis content Marseille, pour la première, je vous laisse. Je te ferai un petit Bordeaux la prochaine fois. Okay, ah, terrible, franchement, Bordeaux. Bordeaux, c'est bien, il y a des choses à dire, il y a une histoire. Mais Victor Melasland me fait une Ah ouais, il y a de quoi. Après, c'est compliqué sinon. Après, c'est plus dur. Non, on s'est régalé. Merci Hugo. À très bientôt. Wesley, merci encore à toi d'avoir été là. Évidemment, tu es un remplaçant maintenant, tu es là quand tu veux. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. On vous rappelle, vous pouvez retrouver tous les résumés, les replays également des émissions des remplaçants. On en a plein, on commence à cumuler les émissions. Il y a d'autres thèmes qui vont encore arriver. On vous donne rendez-vous très prochainement sur les chaînes Tondec Média. À très bientôt. Ciao. Ciao.